Salut Christophe, très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. On va parler data évidemment, c'est le sujet de la chaîne, et plus précisément de différents outils, pour ne pas les nommer, DBT, SQL Mesh. On va aussi parler d'alternatives à ces outils-là, et dans un contexte très particulier qui est de la transformation de données, donc très précisément dans des contextes de grande volumétrie. Très certainement avec des complexités derrière tout ça. Donc, merci de te joindre à moi pour cette émission du Data Sommelier. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir pour cet épisode et ravi du coup de discuter autour de ce sujet donc qui me tient à cœur en tant que contributeur en tout cas pour l'instant chez DBT et chez SQL Mesh. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit retour d'expérience, notamment suite à deux événements assez récents aussi. D'un côté, le DBT Developer Days il y a quelques jours et également la conférence Group By côté SQL Mesh. Effectivement. Alors, les 2 acteurs étaient réunis à l'époque, hein, dans le même événement, et puis il y a eu un espèce de fork. Je pense que c'est pas des disputes entre eux, mais on peut imaginer que SQL Mesh, prenant un petit peu l'ascendant, DBT Labs a préféré ne pas les avoir à leur événement récent, hein. Donc, c'est devenu 2 sociétés avec des voix différentes, enfin des visions différentes peut-être. Évidemment, je pense qu'avoir son compétiteur à finalement sa conférence qui parle principalement de son produit, c'est toujours un petit peu compliqué, notamment s'ils sont là à du coup vanter leurs mérites et et prêcher pour leur paroisse. Évidemment, c'est pas une situation facile, d'autant plus qu'effectivement SQL Mesh, l'équipe pointe souvent les faiblesses de DBT pour justement essayer d'expliquer comment eux ont une approche différente pour combler ce type de lacune. Et Ouais. donc forcément, c'est pas le genre de discours qui fait plaisir. On n'est pas sur une offre vraiment complémentaire, on est plus vraiment sur un vrai compétiteur. C'est clair, il y a grande bataille entre les 2, c'est clair. Donc, tu as nommé cette session The Battle for the Transformation Layer. Donc effectivement, on va vraiment parler de transformation. Donc les prérequis, c'est qu'on imagine, des data warehouse déjà en place, ou des data lakes, hein, et en fait, on s'occupe de transformer la donnée déjà en place. Tout ce qui est ingestion aura été, réalisé préalablement, hein, en fait, hein. Donc on fait vraiment un focus sur cette partie, transformation. Tout à fait, on pourrait aussi imaginer que dans un futur plus ou moins proche, ce genre d'outil essaye de s'étendre, dû à aussi, une certaine consolidation de l'espace. On le verra, certains, nouveaux compétiteurs aussi, s'attaquent à cette partie un peu plus en amont finalement, de la transformation. Mais effectivement, pour l'instant, on va parler de ces deux gros acteurs notamment qui, sont justement bien en place sur la partie transformation. Ouais. Donc je Alors, propose peut-être une petite introduction effectivement, sur d'où je viens finalement qui est, Tids, comme on peut le voir ici. Hem, donc Tids, est une entreprise, qui fait de la tech, qui a récemment fusionné avec une autre grosse entreprise qui s'appelle Outbrain. Et donc, en combinant finalement notre effort et d'ailleurs, je pense que les chiffres, sont, plutôt, en bas de la fourchette ici puisque, je n'ai pas tous les détails de l'autre entreprise. Mais, l'idée effectivement, c'est que, on brasse énormément, de publicité en ligne et donc ça nous donne, des événements, dans notre data warehouse en données brutes qui représentent, plus d'1 trillion, d'événements bruts par mois. oui, ça commence à parler, hein, là, 10 pétabytes de data sur BigQuery. Voilà, tu pas la petite start-up, hein, en termes On de est effectivement, sur des volumes assez conséquents. Alors évidemment, ça peut faire un peu moins une fois compressé, mais voilà, on est à plus de 10 pétabytes, affichés en tout cas, dans notre, hem, j'allais dire cluster BigQuery, mais finalement c'est, différents projets, GCP, sur lesquels on travaille. Évidemment, qui dit, beaucoup de volume, de données, dit aussi, beaucoup de ressources
pour pouvoir, les traiter. Donc, on a effectivement une approche où on a principalement, ce qu'on appelle des slots. On va utiliser donc des ressources réservées, sur BigQuery qui permettent de traiter, on va dire, plus de 500, jobs, qui sont principalement d'ailleurs sur dbt, aujourd'hui, et qui lancent du coup énormément de charges sur BigQuery. Et en parallèle de ça, on a également un environnement BI qui est, assez important puisque la société, a plus de 2000 personnes et tout le monde a un accès, self-serve, à notre environnement BI qui est aujourd'hui sur Looker. D'accord. Alors j'ai fait un petit peu d'investigation et Teads est à l'origine d'un développement, ou d'une technologie vidéo qui s'appelle InRead, c'est ça? Et qui permet en fait d'incruster de la vidéo dans ce qu'on a déjà vu, hein, dans des enfin de la pub vidéo dans du texte. Et en fait, en scrollant le smartphone, la vidéo s'active, on peut la voir et quand on scrolle un peu plus, elle disparaît et la vidéo s'arrête. Et donc c'est une technologie vraiment très particulière, c'est ça? Je pense que c'est assez unique, hein, côté Teads, hein? Ça a été effectivement mis en place aujourd'hui, je pense que beaucoup de concurrents nous ont rattrapés sur cette partie-là. C'était en fait le début de ce qu'on appelle l'outstream, dans la partie internet de la publicité, en tout cas vidéo. On a commencé par de la vidéo, aujourd'hui on fait beaucoup plus de choses, on va faire également du display ou même, certaines publicités un peu interactives. Mais, on s'étend. On est, à la fois également, sur, la CTV, qui est un nouveau marché qui est en forte croissance. Donc effectivement, on continue de recevoir de plus en plus de data, qui nous permettent effectivement, de proposer, de plus en plus de valeur également à nos partenaires qui sont, donc les marques et les, publishers, donc les D'accord. les les sites web, voilà, les différents partenaires qui, ont besoin en fait de la publicité, pour contribuer à leurs revenus. Ouais, très bien. Bon, c'était, intéressant de faire cette petite parenthèse de ce que fait, Teads et de la techno utilisée, derrière. OK. Tout à fait, donc pour donner une ordre d'idée, donc comme je disais, on est sur dbt, donc j'ai mis en place, dbt il y a à peu près, 4 ans et du coup, on va dire fait, rentrer dbt dans notre infrastructure. On avait, déjà en fait une certaine manière de travailler, la data, principalement en fait sur Spark à l'époque et progressivement avec, BigQuery, on est arrivé vers, un framework en fait qui était custom, qui avait finalement un peu un tronc commun avec, dbt, mais qui était un peu compliqué à maintenir et en fait, on a donc eu l'occasion, heu, de construire cette architecture, qui répond à nos besoins. Ouais. Donc tu as été vraiment early adopter de dbt parce que si ça remonte à 4 ans, c'était la version, 0 quoi de dbt quoi, quasiment. C'était effectivement avant, la première release, 1.0. Je pense que finalement après l'adoption globale, a été, faite un peu après, puisque donc, au début, ça a été assez localisé sur certaines équipes. Puis on a vu effectivement que ça apportait énormément de choses, et donc, on va dire élargi du coup le périmètre de dbt. Après, dbt effectivement, un peu plus de bouteilles, donc je me considère pas non plus extrêmement early adopter, mais, effectivement, on a pris les choses assez tôt parce qu'on a vu effectivement le potentiel de dbt, pour justement mieux démocratiser, ce type de transformation dans l'entreprise. D'accord. Donc Tu étais déjà là quand, la période avant dbt, c'était fait comment? C'était un ETL traditionnel? C'était du scripting? C'était fait comment? alors effectivement, comme je disais, on avait une version un peu custom. On avait notamment donc, un équivalent de dbt, mais écrit en Scala, heu, qui fonctionnait quand même assez bien. On avait un templating, également. On avait, on va dire un peu de testing aussi, en tout cas du dry run, mais on n'avait pas forcément toute la couche gestion d'environnement. On n'avait pas de D'accord. CLI, on n'avait pas, pas mal de choses, genre des data tests ou ni de seed et cetera. Donc on a forcément gagné en feature, même si, il y a eu quelques petites contraintes, qui ont fait qu'on a dû finalement, adapter un peu dbt à notre usage, qui nous a amené donc avec, ce diagramme-là
où en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a l'habitude de travailler énormément avec, Docker. Donc on va en fait, mettre dbt dans un Docker, pour pouvoir ensuite contrôler, le state. Donc, pour ceux qui connaissent pas très, très bien dbt, on va pouvoir en fait voir quelles sont en fait les modifications, d'une version à l'autre, notamment quand on change, des modèles. Et donc, on va traquer ça et on va, finalement faire un différentiel, ce qui est appelé régulièrement Slim CI, qui est une feature assez core, de dbt et qui permet en fait d'avoir une CI très rapide, des fois, de l'ordre de moins d'une minute, pour, pouvoir, vérifier que nos changements sont valides. D'accord. C'est peut-être une feature qui est dans dbt Cloud maintenant, non? Cette, Bien sûr, ouais, c'est ça, hein? effectivement. Nous, on a un petit peu fait les choses un peu à la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que dbt Cloud, l'offre en fait vraiment sur l'étagère. Donc ça a un intérêt particulier pour les gens qui sont pas forcément les plus experts en termes d'infrastructure ou de setup de plateforme. On a un peu ça sur l'étagère, quand on prend l'offre cloud, tout à fait. Ouais, c'est ça, d'accord. Bah, très bien, très clair. Là où on fait quelque chose de vraiment un peu, spécifique, c'est que nous, en fait, on a été, on plugué, on va dire, cette partie, dbt avec un gestionnaire de partitions, en plus de notre orchestrateur qui nous permet, en fait, de traiter, non pas l'incrémental dans dbt, donc dire, bah, finalement, qu'on a une time série, on va vouloir traiter heure par heure ou jour par jour parce qu'on a, en fait, des datasets qui sont trop gros pour pouvoir traiter plus d'un coup et donc finalement, on s'assure que, le type de workload est, similaire, d'une heure à l'autre et donc ça nous, permet de gérer ça. Donc il y a une intégration via, des variables, notamment qui permettent de passer, les partitions et de les valider, une fois les jobs terminés. D'accord, donc c'est un dev maison pour la partie orchestration alors? C'est un peu, voilà, c'est un peu custom, et c'est vrai que ça fonctionne assez bien, et on s'est rendu compte d'ailleurs que l'approche a été un peu reprise, au fur et à mesure. On la voit notamment dans une des dernières features de dbt qui s'appelle, les micro batch, mais effectivement, ça reste encore, une étape préliminaire puisque, du coup, on reste quand même ce qu'on appelle stateless, vu qu'on ne va pas stocker directement, en fait, l'état, on va à chaque fois essayer de l'inférer depuis, en fait, les résultats de la table, ce qui n'est pas toujours, évident. Ouais. Alors ça m'amène à une toute petite parenthèse et on peut se poser la question de l'avenir des orchestrateurs, je dirais, stand-alone, sachant que chaque outil a son orchestrateur, maison, hein. dbt, tu parlais de micro-batch, mais Snowflake a son orchestrateur, Databricks a son orchestrateur et voilà. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre émission, c'est, quid des orchestrateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, hein, les Airflow? Est-ce que ça va pas avoir tendance à disparaître au profit des orchestrateurs maison de chacun des éditeurs. Voilà. Je me note, to-do list, prochain épisode. Tout à fait, ça peut être un bon point, néanmoins, je pense que dbt, effectivement, qui a son propre orchestrateur aujourd'hui seulement dans le cloud et de même pour SQL Mesh, et d'autres outils, sur le métier, fait que, pour une question d'interopérabilité, si les gens, et donc les startups notamment, commencent avec des produits open source, type d'outil sera toujours indispensable, Clair. heu donc, je pense qu'effectivement, il y aura une consolidation, mais ça répondra pas à l'ensemble des besoins, donc Ah, on est d'accord. restera sûrement de beaux jours pour ce type d'outils au sein effectivement des stacks data. Ça marche. Pour continuer donc un peu plus loin, on va aborder un petit peu cette partie, dbt, versus SQL Mesh. Donc d'abord un peu une idée de la différence entre les 2 mastodontes, si on peut dire, surtout pour dbt, donc qui est finalement, si on regarde les premiers commits de dbt, ça remonte à 2016, hein, donc on se retrouve finalement sur un produit qui a quasiment 9 ans, qui est quand même assez mature dans l'engineering et donc la première stable, date effectivement de fin 2021 et on peut dire effectivement qu'ils ont, levé énormément d'argent, hein, 416, millions de dollars jusqu'à maintenant, Ouais. surtout notamment, sur 2021.
C'est vraiment effectivement, une ascension, impressionnante. Et à côté Oui, de ça, SQL Mesh beaucoup plus récent, 2022 et là, on n'est toujours pas sur une stable et surtout, bah, la levée de fonds, on est, quasiment 20 fois moins, de fonds pour l'instant, même si effectivement, il y a quand même une progression importante. ouais, on peut dire que DBT, c'est un beau succès et c'est une adoption, je dirais, mondiale, hein. Je pense que c'est un grand, grand succès. Les gens aiment le produit, j'ai l'impression, hein. C'est plutôt alors oui, il y a toujours des détracteurs, des haters, c'est clair, j'en ai, heu, enfin, on les connaît, mais globalement, le produit est adopté, assez facilement dans les entreprises, quelle que soit la taille des entreprises. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est un produit qui est très, abordable et qui répond à énormément de une audience très large, donc ça peut être, utilisé par beaucoup de monde, donc c'est vraiment, très didactique et ils ont fait un super boulot sur la documentation et sur le training de manière générale, ce qui fait que ça a beaucoup aidé. Alors je saurais pas, dire exactement quelle est la proportion, mais probablement, 80 ou 90, enfin c'est une certaine hégémonie, un petit peu comme Google sur le search, Ouais, sur cette partie-là. ah, c'est clair. Donc, SQL Mesh, le challenger, ils ont de bonnes features et justement, bah, tu as fait un petit comparatif, et on va faire un zoom là-dessus justement. Tout à fait, alors malheureusement, on dirait que les couleurs ne sont pas très, très bien passées, donc je dirai effectivement, ce qu'il en est. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, il y a différents aspects et je pense que parmi les aspects importants, c'est, l'utilisation. Donc comme on en a parlé juste avant, une des grandes forces, de DBT, c'est sa facilité d'utilisation. En fait, DBT a relativement peu de concepts. En tout cas, ils sont assez simples à comprendre pour quelqu'un qui travaille dans la data et du coup, on se retrouve avec un outil, qui est rapidement pris en main. Moi, régulièrement, ça m'est arrivé d'onboarder, de nouveaux utilisateurs et en à peine 1 heure, c'était possible de, voilà, de les rendre un peu productifs. Donc je trouve qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est très bonne. Je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué pour l'instant au niveau de SQL Mesh, et donc en fait, SQL Mesh, là où ça se complique, c'est notamment en fait au niveau des concepts. Les concepts, les fondamentaux qu'ils rajoutent vont ajouter une certaine abstraction qui a bien sûr un rôle important dans les fonctionnalités. Je pense notamment à ce qu'on appelle, les virtual environment, mais ça rajoute de la complexité, cognitive pour les gens à comprendre ce qui va se passer et donc ça peut faire un peu peur. Je pense que ils vont essayer d'améliorer un peu en tout cas l'apprentissage, avec notamment un nouveau, Head of DevRel, qui a rejoint l'équipe récemment. D'accord. Alors effectivement, les couleurs sont pas passées. Alors le gris foncé, à tendance noire, c'est rouge, donc ça veut dire que c'est moins C'était ouais, facile orange, je pense, ouais. ou orange, ouais et puis Ouais, donc le clair, c'est facile, ou enfin, c'est le voilà, vert. On va dire c'est c'est le ça. vert, je pense que c'est là où effectivement, l'outil, on va dire, va briller. C'est ça. Hem, Donc si on prend la 1re ligne, la facilité de DBT effectivement, compréhension, ouais, DBT est plus facile à comprendre tout que à SQL fait. Mesh. Voilà Je et pense si que on là reprend par contre la 3e ligne, donc le temps de compilation, effectivement, ben, c'est plus rapide, avec SQL Mesh. alors, aujourd'hui, non, je pense d'abord, en termes de facilité d'utilisation, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il est difficile à comprendre SQL Mesh, mais il est relativement facile à utiliser. C'est C'est-à-dire que les ça. commandes sont relativement simples et en fait, la prise en main, une fois qu'on a passé un peu la première barrière, en fait, est très triviale. Enfin, on se retrouve relativement bien, quand on a déjà utilisé aussi DBT, donc les 2 sont relativement, faciles à utiliser au quotidien. Ouais. Pour la partie 3, comme tu dis, cette partie compilation, je pense que, aujourd'hui, SQL Mesh avait un avantage, notamment, sur la manière dont il fait du caching, sur la compilation. Je ressentais moins, de retravail d'un run à l'autre sur les modifications, notamment, grâce au système de fingerprinting.
Néanmoins, on peut se poser la question. Il y a eu énormément d'annonces du côté des DBT, sur les vitesses de compilation et en fait, même si, le caching serait moins efficace, un gain de 100 fois sur la vitesse, de compilation, finalement, réduit, considérablement les besoins et donc Ouais. peut-être que finalement, on va se retrouver avec une version de DBT qui sera encore une fois, aussi bon, que, SQL Mesh. Ouais, on rappelle que, DBT Labs a racheté SDF Labs, ça remonte à quelques mois de ça et donc les features de SDF Labs sont, petit à petit intégrées dans DBT et donc ces features de compilation, je crois que ça vient de SDF Labs, il me semble. Tout à fait, bah, du coup, au DBT Developer Days, donc courant, mars, on a eu effectivement une première démo de cette nouveau, CLI, de DBT qui était du coup, faite par, un des fondateurs, de SDF Labs, qui a donc été racheté effectivement, mi-janvier, heu et donc l'intégration a été, plutôt rapide de ce qu'on en voit. Donc on a un peu hâte de mettre ses mains dessus. Aujourd'hui, elle est en privé de bêta, et avec une release attendue, très certainement en mai. D'accord, très clair. Donc, ce tableau risque de changer d'ici, quelques semaines. Le coup des lumières rouge, jaune, verte, là, ça risque de changer de colonne, Ça effectivement. peut ça peut effectivement, en tout cas ça jouera, dessus. Ensuite, si on s'attaque un petit peu, au modèle incrémental qui a été vraiment, mis en place par DBT à la base, on retrouve une version un peu différente, dans SQL Mesh qui ressemble énormément au micro-batch quand ils l'ont intégré et là, en fait, il y a quelque chose de différent dans SQL Mesh, qui leur donne un avantage, non négligeable, c'est justement cette partition awareness. Donc finalement, avoir, le statut des partitions pour ne retravailler que celles qui n'ont pas été traitées jusqu'à maintenant et là, en fait, ça ressemble énormément à ce qu'on a fait chez nous, côté TIDS et donc forcément, ça me plaît beaucoup. Hem, donc là, effectivement, on a une version assez poussée, qui permet aussi de déclarer qu'est-ce qu'on va vouloir retraiter, jusqu'à quel moment et cetera et ça donne la possibilité vraiment d'optimiser, son utilisation à seulement ce qui est nécessaire en termes de recalcul quand on fait des modifications D'accord. sur des modèles qui sont très importants. D'accord et quand, ça se justifie d'autant plus que tu as du volume, beaucoup de volume, beaucoup de tables et une complexité derrière, hein. Tout à fait, ouais, c'est notamment des partitions, on va avoir des fois traiter plusieurs téras de données sur certains modèles, avec des jobs qui peuvent durer, des heures en utilisant des milliers de slots sur BigQuery. Donc c'est un coût non négligeable et donc évidemment, on essaie de se prémunir de ce genre de choses, de notre D'accord. côté. C'est peut-être ça qui t'a fait tiquer justement, dans l'utilisation de DBT? Tu t'es dit: «Tiens, est-ce que LMesh peut pas m'aider sur cette partie-là?» C'est peut-être ça à un moment donné, hein, qui te fait voir un autre produit? C'est une des choses effectivement, je pense qu'on essaie de lire et de rester, à jour un petit peu sur tout ce qui se fait et puis en fait de voir différentes manières. Donc on a retrouvé un peu ici quelque chose qu'on avait fait, chez nous et qu'on trouvait plus ou moins indispensable. Alors on a un peu effectivement, tordu DBT pour faire rentrer, ce schéma-là. L'avoir de manière plus native, ça nous permettrait aussi peut-être, de s'affranchir de cet outil, qui est un peu trop maison et donc qui peut aussi, être difficile à maintenir dans le temps, au Ouais. fur et à mesure que, voilà, les ingénieurs peuvent être amenés à changer d'entreprise et cetera et donc la connaissance, peut se perdre. Ouais, clair, très clair. Donc là, c'est bien que tu notes, effectivement, tu as essayé enfin, tu as tordu, DBT pour le faire rentrer dans la volumétrie de TIDS et dans la complexité et versus SQLMesh qui offre ça, par défaut. Donc effectivement, c'est bien d'essayer de trouver la bonne balance, l'équilibre, idéal, de ne pas tordre l'outil et puis de rester dans la ligne droite du parti, en fait, de la solution, en fait, hein. C'est un peu ça. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, les fondateurs de SQL Mesh viennent beaucoup plus d'un monde, j'allais dire de big tech, type Airbnb, Apple, Google et cetera. Donc ils ont également des problématiques de grosse volumétrie, là où effectivement DBT était plus, on va dire d'un monde de consultants, donc qui était avec des entreprises plus, retail, et donc qui vraiment,
favorise, on va dire, cet aspect, facile à utiliser, facile à comprendre et à onboarder. Donc en fait, on a un petit peu ces 2 mondes, qui se challenge et l'un va vers l'autre. C'est ça qui est super intéressant. OK, très clair. Ensuite, pour terminer sur ce slide, on a effectivement, cet aspect gestionnaire de version, là où DBT a une approche un petit peu, hem, versionnée, à la dure avec, voilà, des si on choisit le versionnement, on va avoir des underscores, V1, V2 et cetera, sur ces modèles. Là où, SQL Mesh a une approche un peu plus, j'allais dire, backward forward compatible, où on va vouloir en fait utiliser d'ailleurs le fingerprinting pour détecter vraiment les changements qui ont un sens. Donc là, on a vraiment en fait, l'utilisation du fait que SQL Mesh est capable de parser vraiment le SQL et de détecter des changements qui changent la logique et pas seulement en fait le formatting. D'accord. Donc ça, c'est assez puissant et la possibilité aussi de rollback, parce qu'il va créer potentiellement un nouveau dataset et pouvoir en fait utiliser ce qu'ils appellent les virtual environment qui est finalement un mécanisme de pointeur. Un petit peu, ce que c'est ce qui me semble le plus proche. On va utiliser des views qui vont pointer sur des versions du modèle et on va pouvoir déplacer ce pointeur en fonction de si on veut effectivement faire un déploiement ou faire un rollback parce qu'on s'aperçoit que, finalement, il y a eu un changement qui a amené une régression. D'accord. Petite question de curiosité, bon, on parle des modèles, DBT, donc une vue, un accès, c'est un modèle. Il y en a combien chez TIDS des modèles? Bah, des modèles, comme je l'ai un peu mentionné, on est à plus de 500, D'accord, différents modèles DBT, qui sont relativement, complexes. Je pense que certains mériteraient d'être découpés, mais c'est un peu l'ordre de grandeur, oui. d'accord. Bon, 500, ça reste, maîtrisable encore. Pour l'instant, alors Pour après l'instant. effectivement, je pense que ça va continuer de croître et donc évidemment, c'est important de garder, l'ordre dans ce système-là. Et D'accord. donc, pour parler d'ailleurs d'ordre, je pense qu'on a tous une approche plus ou moins différente et quand on est dans un environnement assez, complet, on va avoir en fait beaucoup d'équipes qui contribuent et donc un des challenges, ça va être de se dire effectivement, est-ce qu'on veut avoir un seul gros projet DBT ou plusieurs projets DBT et comment on arrive à les faire communiquer? Et donc là, encore une fois, bah, il y a ce qu'on appelle le support, de projets multiples et donc aujourd'hui Tids a, historiquement fait vraiment un mono-repository avec un énorme projet, mais avec une ownership qui est découpée par équipe. Mais par contre, si on veut faire quelque chose d'un peu plus propre, ce serait des fois de découper des projets et de les relier. Donc aujourd'hui dans DBT, on a ce support-là, mais qui est du coup dans la partie cloud, même si on peut avoir effectivement l'utilisation d'un package qui, essaye d'émuler, on va dire, ce qui a été fait sur le cloud, mais c'est quand même assez peu natif, par rapport à ce que SQL Mesh propose, qui est vraiment un support dans la partie open source de ce type de multi-projet. Donc effectivement, je dirais c'est un bon point pour SQL Mesh. Jusqu'à maintenant, je comprends aussi l'approche DBT Cloud, qui capitalise effectivement C'est sur son offre payante c'est ça. Ah, et on retrouve oui? je rappelle le code couleur, hein, donc gris foncé, pas cool, gris clair, cool. Donc là, sur ce slide, il y a SQL Mesh qui est vainqueur, hein, 4 cool versus, 4 pas cool. On peut dire ça comme ça. Je pense Voilà, qu'après, c'est, lequel est, un peu plus cool parce qu'il y a évidemment, plein de mmh, choses qui sont super cool sur DBT et on bien sûr. retrouve aussi ça sur le lineage. En fait, le lineage est, super intéressant, dans DBT et je pense que beaucoup de gens l'utilisent via, DBT Docs. Néanmoins, ce qu'on appelle le CLL, qui est le Column Level Lineage, qui est super intéressant pour vraiment traquer, en fait, où se situent les modifications d'une colonne à travers ces transformations. Ça, aujourd'hui, c'est disponible que dans DBT Cloud côté DBT et par contre, on peut le retrouver, gratuitement, on va dire, dans la version open source de SQL Mesh via leur UI. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça encore un bon point, on va dire, sur SQL Mesh, qui le propose, on va dire, gratuitement de manière native. Néanmoins, on voit aussi d'autres projets qui émergent et qui le proposent également. Donc après, c'est pas forcément un deal breaker pour d'autres personnes.
Hem, D'ailleurs, ça me fait penser que, Tobico et l'équipe, SQL Mesh, ils viennent de sortir leur version cloud, hein. Tout C'est à ça fait. ça date de quelques jours. Je crois que ça a été annoncé hier, là, on est le 2 avril, et ça a été annoncé il y a hier ou avant-hier, je crois. Voilà, tout à fait, je crois que c'était il y a 3-4 jours comme tu le dis, que Tobico Cloud, qui est donc un peu une offre concurrente finalement à DBT Cloud avec, l'orchestration, du détail effectivement, pour, troubleshoot, pour monitorer son data warehouse et ses modèles, directement, une intégration poussée éventuellement aussi sur Airflow et Dexter. Il y a plein de choses assez sympas qu'ils proposent aussi, une détection avancée des breaking change pour faire de la CI/CD et également une intégration plus poussée de GitHub Action. Il y a pas mal de features qui sont proposées, sur Tobito Cloud. Bon, Heu, voilà, à explorer, probablement on n'aura pas le temps de toutes les non. découvrir en détail, mais ça vaut le coup d'œil aussi si vous êtes intéressé par SQL Mesh. Ouais, très bien. Affaire à suivre. Ah, c'est un autre épisode, ça. Tout à fait. Côté, SQL Syntax Validation, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été apporté aussi par SQL Mesh et qui va faire, donc son apparition dans DBT via, une extension, VS Code qui devrait permettre, de faire ça. L'idée, c'est de se dire effectivement que l'engine est capable de parser le SQL et de détecter les erreurs de syntaxe avant même d'envoyer finalement la requête, sur le data warehouse et ça, c'est super en termes de productivité, notamment quand c'est bien intégré avec l'IDE, puisqu'on va vraiment avoir l'impression d'avoir un langage de programmation et de voir les erreurs apparaître sur son IDE. Et c'est vraiment un gain, je pense, vraiment majeur pour la productivité, et l'expérience développeur. Ouais, là, c'est pareil, il me le semble que SDF Labs va combler cette lacune. Il me semble que Tout le à produit fait. comprend le SQL à sa source, hein. Ouais, Alors pour l'instant, il y a un petit avantage effectivement à SQL Mesh qui le propose déjà, en open source. On verra effectivement si, c'est disponible en open source côté DBT ou, si c'est restreint à la partie cloud. Mais encore une fois, ouais, on retrouve une approche assez similaire, là où effectivement, je pense que DBT a d'ailleurs un petit avantage avec une intégration, assez impressionnante dans, Visual, heu VS Code. Et donc on verra effectivement, si, SQL Mesh, s'y met également. Il y a un repository avec une extension, VS Code aussi qui a été créé, dans l'organisation, Tobico Data donc on verra ce que ça va donner. bon, il y a bataille, hein, il y a vraiment, bataille à tous les niveaux. Ouais. Tout à fait. Alors ensuite, il y a vraiment un truc, que j'adore, qui a été introduit en version 1.8 côté DBT, qui est l'unit testing, qui permet vraiment de tester son modèle pour s'assurer qu'il fonctionne sur des cas particuliers et aussi se prémunir contre les régressions. Et donc là, hem, ça a été introduit, sur DBT, l'année dernière et ça fonctionne assez bien, même si, j'ai quand même une certaine frustration, sur certains bugs, en fait, qui restent là depuis un moment, et un qui m'impacte notamment puisqu'on utilise énormément d'UDF, BigQuery, chez Tids et celui-là aujourd'hui, n'est pas possible. On peut pas, en fait, utiliser des UDF, donc ce qui veut dire que dès qu'on utilise des UDF côté, modèle DBT, on se retrouve à pas pouvoir les tester. Donc c'est un peu la peste et le choléra, soit on teste pas, soit on n'utilise pas de UDF. Ouais, Ce qui est pas d'accord. le cas aujourd'hui par contre sur SQL Mesh qui les gère très bien. Donc ça encore une fois, c'est un bon point pour SQL Mesh. Après, j'ai bon espoir que ce soit corrigé côté DBT. D'ailleurs, j'ai ouvert une pull request, pour essayer de le corriger, en espérant que l'équipe D'accord. ait l'occasion de regarder ça. Bah, ça semble pénalisant quand même ce manque, de gestion d'UDF. Ouais. J'imagine, hein? Il y en a d'autres. On a une petite liste de bugs sur les unit tests, qu'on maintient en interne, en fait, pour, aiguiller donc, les différentes personnes sur ce qu'il faut ne pas utiliser. Mais c'est vrai que c'est des contraintes qui sont assez importantes, et qui sont pas forcément naturelles quand on a les possibilités de faire, d'une certaine manière les choses sur DBT. OK, très clair.
Et dernier point sur les features, vraiment il y a le semantic layer qui est vraiment, un investissement assez majeur, on se rappelle peut-être aussi que DBT a racheté une boîte aussi autour du semantic layer il y a quelques années, qui s'appelait je crois Transform, et donc là, effectivement ils ont un avantage certain avec un semantic layer directement intégré dans DBT qui est assez poussé. Là où il y a une petite tentative côté SQL Mesh, mais forcément toujours difficile d'être, sur tous les fronts, et donc on a une intégration d'un système de métriques qui est un peu plus basique, mais donc les 2 proposent quelque chose, et quelque chose de particulièrement avancé qui se retrouve encore une fois que dans DBT Cloud, on va dire pour DBT, mais qui propose une alternative en fait assez viable à ce que propose par exemple Cube ou Looker. D'accord. Là, bon, je pose pas de questions, sinon on va déraper question, Oui, niveau timing, mais Semantic Layer pourrait faire l'objet d'une émission, en soi, tellement c'est intéressant. tout à fait. Bon, pour continuer peut-être de manière un peu plus rapide, on va parler rapidement de l'écosystème. La communauté DBT est beaucoup, beaucoup plus grosse. On a un rapport de presque de 17 Ouais, sur le clair. Slack, et on le voit en tout cas dans les tutorials et cetera. Le nombre de ressources sur DBT est très, très conséquente. Donc là, un avantage clair pour DBT pour l'instant. Évidemment, hein, l'ancienneté joue, plus la popularité de l'outil. Un petit bémol, là, il y a eu, moi je fais un petit écho sur, la partie, OSS. On a vu en tout cas sur le DBT Developer Days que la belle part est au cloud évidemment, sur DBT, et donc on a l'impression un peu d'un ralentissement aussi de la vélocité sur les reviews, les contributions open source dans le projet. Donc là où SQL Mesh est effectivement encore, très, très réactif pour pouvoir amener, de nouvelles choses dans le produit open source. Donc à voir comment ça se dessine, mais si vous êtes plus sur la partie DBT Core, effectivement, ça peut être un peu frustrant de voir énormément de nouvelles features cloud only, à surveiller. Ouais, à surveiller, mais effectivement, ils ont besoin de se développer commercialement et générer du revenu, et à un moment donné, c'est ça, c'est trouver la bonne balance entre satisfaire la base installée historique avec des quand même des features sympas, mais quand même pouvoir, aller vers des use cases d'entreprise payants, et je pense que c'est une vraie problématique pour, des boîtes qui commencent, dans l'open source pur, hein. Comment shifter, de la bonne façon vers un revenu régulier? Tout à fait. Bah, après effectivement, ça fonctionne très, très bien pour DBT, donc qui a du coup, dit récemment qu'ils avaient atteint les 100 millions de revenus annuels. Heu, après mais néanmoins, pour beaucoup de gens, ça va peut être un peu frustrant, Voilà. si effectivement on a des bugs fixes qu'on n'arrive pas à passer. Moi, j'ai effectivement des pull requests. J'en ai une, qui date d'1 an et demi et qui n'a donc pas été finalement review, et donc c'est un peu dommage de passer effectivement des fois, plusieurs heures sur du code qui finalement ne sera jamais, fusionné, dans le corps. Très clair. Heu Pour continuer sur d'ailleurs le support, est un peu différent. La communauté étant extrêmement poussée chez DBT, on va avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui vont intervenir pour faire du support sur les nouveaux utilisateurs. Il y a des canaux dédiés sur le Slack, de DBT, et ça c'est vraiment super. Là où effectivement la communauté est beaucoup plus petite côté SQL Mesh, et on va retrouver beaucoup plus l'équipe tech, qui va être capable de traiter. Alors l'avantage de quand c'est l'équipe tech, bah, c'est qu'ils sont capables des fois de savoir si c'est un bug ou si c'est juste, effectivement la documentation qui était pas claire. Hem, donc c'est une approche un peu différente, mais je comprends qu'à un moment donné, difficile de scale, l'équipe technique, pour faire le support, de la communauté, de Ouais. manière pérenne. Ah, la communauté, la force de la communauté, c'est incroyable. C'est clair. Tout à fait, et du coup, on retrouve, effectivement, je dirais que c'était vert pour les 2 de ce côté-là. Côté adapteur, on a effectivement un avantage certain sur DBT où là, vraiment, il va y avoir une distinction aussi, du projet core versus les adapteurs, où chaque, en fait, entreprise, chaque engine est capable de créer le sien. Là où effectivement SQL Mesh jusqu'à maintenant, travaille principalement à intégrer tous ces engines dans son propre repository pour garder un peu la main. On verra si effectivement ça se
ça se découpe en 2 plus tard quand, de nouveaux éditeurs, de nouveaux engines veulent rentrer sur SQL Mesh. Donc, là, encore une fois, avantage, on va dire, à DBT. Et pour la dernière partie, c'est également le cas en termes d'intégration, puisque du coup, il y a vraiment une notion d'extensibilité côté DBT. On retrouve énormément d'intégration de ce qui a été fait côté DBT, gestion des artefacts dans les data catalogues. Donc vous verrez souvent, le logo DBT sur les data catalogues, c'est pour ça. Et pareil dans la partie observability, pour voir finalement, l'impact des modèles et cetera. On a la VS Code extension qui est du coup, quasiment prête côté DBT et un écosystème de package avec un hub, dédié qui est aussi bien fourni pour avoir des fonctions déjà prévues. Moi, je maintiens d'ailleurs un package DBT, disponible sur le hub, pour maintenir, donc, des informations autour de, BigQuery, notamment, l'utilisation de BigQuery, des ressources et cetera. D'accord. Bah, DBT est devenu un standard, hein, au même titre que Postgre ou que Trino sur la partie fédération et donc il va pouvoir bénéficier d'une intégration automatique de l'écosystème. Tout à fait. Non, c'est vraiment donc ça donnait un peu, voilà, une idée, des 2 frameworks, et de ce qu'ils proposent. Mais, on avait un peu abordé en début de on peut passer rapidement sur, des nouveaux compétiteurs effectivement, qui arrivent sur le marché et donc les 3 que j'ai un peu retenus, ça va être Starlake, Bruin et Coalesce. Comme tu en as parlé, tu as déjà reçu, Bruin, heu, Exact. mais, c'est assez intéressant de voir ce qu'ils proposent, ouais. Ouais, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une approche, déclarative, hein. Il y a pas mal d'éditeurs qui se sont lancés dans ces approches déclaratives, YAML, effectivement. Alors soit c'est en mode CLI, Starlake propose aussi une version GUI, donc assistée, graphiquement, c'est très sympa. Alors je rappelle, Bruin, c'est allemand, Starlake, c'est français. Il y a toute une équipe, en France. Ils vont taquiner, ils sont en train d'aller taquiner, DBT quand même. Donc, je vous invite à aller voir ces différents frameworks. Starlake, c'est full open source. Bruin, c'est full open source. Ils ont une partie payante. Je ne me rappelle plus exactement. Il faudrait que je revoie l'épisode que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. Et Coalesce, c'est une version commerciale. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un open source derrière Coalesce. Et Ouais. effectivement, la news, c'est que Coalesce a racheté CastorDoc, notre data catalogue français. Donc, on perd CastorDoc en termes de le petit côté Frenchy disparaît et va être intégré Coalesce dans la société Coalesce. Mais effectivement, ça bouge de ce côté-là. Moi, je vous invite à aller voir ces différents frameworks. Et Starlake va annoncer pas mal de nouvelles fonctionnalités. Je les suis de plus en plus. Côté AI et côté intégration sur la partie orchestration. Voilà, il y a des choses qui vont être annoncées prochainement. Ça fera peut-être même l'objet d'une émission. Ouais. Ouais, donc, effectivement, un Starlake, qui a une approche open source assez proche de DBT et de SQL Mesh. Là où il y a quand même un change important, c'est, sur une approche un peu plus extraction. Là où, SQL Mesh était vraiment sur la transformation, ils apportent en fait quelque chose d'assez complet. On retrouve d'ailleurs ça aussi côté Bruin, qui est aussi, a son propre framework là qui s'appelle Ingester, et son extension VS Code. Donc, c'est 2 contenders qui sont assez sympas, et qui proposent une offre un peu plus large finalement, mais peut-être un peu moins en détail sur la partie transformation. Mais encore une fois, c'est à challenger. Là où, comme tu l'as dit, Coalesce est très, GUI first. Il y a pas d'approche, vraiment où tu vas coder des modèles et cetera, avoir ton repository en interne et à ma connaissance, comme tu l'as dit, pas de produit open source pour eux, mais par contre une intégration très poussée, avec une approche observabilité, data lineage et data catalog et donc c'est pour ça que ça fait vraiment sens pour CastorDoc de les rejoindre, pour proposer quelque chose d'encore plus poussé. Heu, donc c'est des produits qui ont chacun un peu leur force aussi et qui ont peut-être aussi une carte à jouer, dans l'écosystème. Donc on verra effectivement, s'ils arrivent à s'intégrer et à faire leur place.
Voilà et puis on n'a pas mentionné tous les acteurs, évidemment, il y en a d'autres, hein, des acteurs historiques, très connus comme, Informatica. Ils savent faire du push, ELT, vers du Snowflake et cetera. Mais, voilà, la liste est plus longue que celle-là. Mais on peut pas tous les mentionner et puis on a fait un zoom sur, je dirais les nouveautés, Tout à plus que fait. sur le legacy. Bon, bah, super, merci. Je crois qu'on arrive, on n'est pas loin de la fin de On y est, ce on brief. y est. Bon, en tout cas, merci. Alors on aurait pu, facilement déraper, ça va, on est resté en dessous de l'heure, 45 minutes, mais je me suis, restreint à poser des questions parce que je t'ai dit dès le début, ça c'est un truc à passer Ouais. 1 heure et demie, 2 heures ensemble. Donc, génial. J'ai plein d'idées pour, une émission numéro 2, mais en tout cas merci pour ce brief, DBT versus, SQL Mesh. Donc, ben, tu nous tiendras au courant de comment ça avance de ton côté et les critères d'adoption, on commence à les comprendre, hein, maintenant un petit peu. Chacun voit un petit peu ses features importantes pour son projet. Merci Ouais. d'avoir partagé ça avec nous. Ouais, c'était un plaisir. Après, effectivement, chez Tids, pour l'instant, rien n'est joué. Donc, on est encore sur DBT. Voilà, d'ailleurs, effectivement, je pense qu'on essaiera d'avoir plus d'ingénieurs pour pouvoir travailler, prochainement sur cette partie, effectivement, parce que la data est super importante, chez Tids. Et donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on se restructure un petit peu, mais donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés, peuvent éventuellement, me contacter pour en savoir plus et puis peut-être discuter autour de l'écosystème, de manière générale puisque, je pense que c'est un sujet, qui est clairement passionnant, heu, Claire. Mais et la bataille continue. et tout à fait la bataille continue. Bon, en tout cas, merci Christophe et pour ce brief et à très bientôt pour, d'autres épisodes, tout aussi passionnants. Avec plaisir. À bientôt. Salut! À bientôt.